Alors voilà, je vais essayer de synthétiser rapidement avant de laisser la parole à Denis, que je tiens à remercier pour son attention, parce que je crois qu'une des ambitions dans cette aventure 5T, c'est finalement de faire cohabiter des expériences, des points de vue, des expertises, d'économistes, de personnes qui sont engagées dans les collectivités locales, dans des ONG, dans des entreprises, des élus. Et je crois que c'est ce qui crée la richesse. On l'a voulu comme ça depuis le départ et on voit que finalement, en discutant, en se rencontrant, on obtient des effets importants. Je suis très contente et je salue la prestation de nos géopolitologues, puisqu'on s'est aperçu que dans ce tour du monde de 5T à 100 jours de la COP 21, sans la géopolitique, il était difficile de comprendre ce qui se passait et inversement, ce qui se passe donne évidemment lieu à des changements géopolitiques majeurs. Je crois qu'on a bien compris la Russie, on a bien compris l'Ukraine, on a bien compris la problématique du Golfe Persique, de Daesh, les USA qui finalement deviennent premiers exportateurs de pétrole et l'OPEP qui fait pratiquement passer inaperçu, explose en vol puisque finalement reste peu à faire. Et puis on a aussi fait un tour d'horizon sur toutes ces énergies dont on peut parler, qu'elles soient fossiles, qu'elles soient renouvelables pour l'électricité en direct. Que retenir de tout ça? Bon, beaucoup de choses, mais et puis pour ceux qui voudront revoir ou approfondir les débats, Internet et puis les livres et l'ensemble des échanges qui se font entre nous toute l'année, puisque 5T est un think tank opérationnel depuis son origine. Mais je crois que si je retiens les choses qui m'ont marqué personnellement, c'est le propos de Patrice Geoffran, certainement, sur le fait qu'on a créé un capital connaissance et que quand la connaissance finalement est en marche, on peut difficilement l'arrêter. Le prise de conscience se fait partout, elle est arrivée brutalement et même dans des pays où on ne s'y attend pas. Vyacheslav Yavuzki nous disait que même dans la presse russe, on commence à parler de transition énergétique. Donc vous voyez, à Dubaï, on parle de villes intelligentes, donc les espoirs sont permis. Je crois qu'on se pose des questions sur, évidemment, quelque chose qui est évident, diminuer le poids des énergies fossiles. Alors, est-ce qu'il s'agit de la taxe carbone ou d'autres solutions, Robert, pour drainer les investissements des énergies fossiles vers le renouvelable et comment faire? Il y a des vraies questions autour de ça. C'est intéressant, c'est un débat à continuer bien sûr. Favoriser les énergies renouvelables par rapport à l'électricité, même s'il y a des difficultés, il y a la tarification des réseaux à revoir, donc voilà, hein, ça te fait du boulot pour toi, Michel. Et puis d'accès au réseau avec les capacités, on l'a bien compris. En même temps, sur les énergies renouvelables directes, la biomasse, on voit qu'il y a une économie circulaire qui fonctionne avec des expériences, on en a parlé. L'efficacité énergétique, un grand chapitre, c'est pas celui auquel on a consacré le plus de temps cette année, mais quand même 20% à 30% d'énergie à réduire, et l'énergie qui vraiment n'émet aucun CO2, clairement c'est celle que l'on ne consomme pas, on le répétera jamais assez, comme diraient les Américains, repetition is a mother's skill. Donc j'en profite pour saluer les personnes qui travaillent sur ces sujets. 150 millions de maisons à rénover à l'échelle européenne et certainement aux États-Unis. Et pour reprendre l'expression de Marc qui disait tout le charme d'une petite start-up. Alors moi, j'ai craqué pour le charme d'une petite start-up qui s'appelle Économie d'énergie. Je suis un peu concernée et donc je salue les gens d'Économie d'énergie qui ont accompagné 350 000 travaux de rénovation énergétique sur les 4 dernières années en vraiment travaillant sur la sensibilisation parce que malheureusement, même si tout le monde est concerné, on ne se lève toujours pas le matin dans notre pays en se disant tiens, et si je faisais des travaux de rénovation énergétique chez moi, avec beaucoup d'enjeux qui sont très bien connus d'ailleurs de Denis Baupin. Et puis cette solidarité énergétique, puisque si nous on ne dépense pas moins ici au nord,
Dans les pays où on a besoin de faciliter l'accès à plus d'1 milliard de personnes à l'énergie, bien sûr, même s'ils vont le faire avec une meilleure intensité énergétique, comment va-t-on faire? Et au final, cette transition énergétique, c'est presque pascalien. Je crois que c'est le propos de Cécile Maisonneuve, hein. On a tout à perdre à ne pas y entrer et tout à gagner à le faire, d'autant que finalement, c'est la seule voie politique que l'on pourrait suivre parce qu'elle donne de la visibilité. Et si je reprends le propos de Thomas Porcher, finalement, certes, nous n'avons pas de signal prix, certes, nous n'avons plus le signal de peak oil avec la rareté des ressources, mais il reste, et je dirais malheureusement, la réalité de ce changement climatique est déjà là, avec finalement des gens qui en souffrent partout, et en Afrique d'abord, et nous, on commence à en avoir aussi les effets. Donc la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous parce qu'on se rend bien compte que nous sommes tous concernés par ce changement climatique en tant qu'êtres humains, et très démunis et très vulnérables par rapport à des grosses chaleurs. Je ne sais pas si je serais capable de survivre à 74 degrés demain, franchement, je vous le dis. Et donc, il faut une mobilisation de tous. Et ce que j'aime ici, c'est le 5T, c'est que cette mobilisation existe. Donc, la mobilisation des citoyennes, de nous tous, voilà, on est tous acteurs. En matière de développement durable, c'est vraiment la philosophie des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Il faut beaucoup de leadership pour tous les jours s'engager, mais sans ça, que faire? Des territoires, et on a vu que les initiatives étaient là, des villes, des gouvernements, de l'Europe. Et puis, finalement, quand on a par moment des doutes, on se dit est-ce qu'on peut changer? Mais quand on voit que Arnold Schwarzenegger lui-même est passé de son humeur au niveau d'engagement personnel qu'il a, indépendamment de la difficulté d'arriver à quelque chose, on peut tous changer, on est tous acteurs. Donc, je ressors avec demain l'envie d'entendre toutes les initiatives de chacun et la contribution de chacun, parce que tout compte. Et finalement, à nouveau, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, merci. Alors, Denis, merci de nouveau pour ta patience et ton écoute, parce que je pense qu'on a beaucoup à gagner de ce dialogue entre les politiques et le quotidien que nous fabriquons tous. Je sais que tu es très attentif à tout ça, que tu travailles beaucoup sur tous ces sujets, donc je vais t'inviter à la tribune et nous allons t'écouter pour clôturer cette première journée avec beaucoup d'attention, et merci d'être parmi nous à nouveau aujourd'hui. Merci surtout à toi, Myriam. Parce que c'est un honneur, une difficulté de conclure cette journée, surtout que j'en ai raté une partie. Mais je voulais vous remercier vous tous d'abord, parce que pour moi, si je suis là, c'est pas seulement pour écouter, c'est aussi pour me ressourcer. Parce que quand on est dans la vie politique régulièrement, entendre des gens qui agissent, qui font des choses concrètes, qui réfléchissent dans le concret du réel, par rapport à la difficulté qu'on a à faire passer un certain nombre de messages au niveau du monde politique, ça fait du bien. Et quand je parle du monde politique, je parle de ce que je peux vivre à l'Assemblée nationale, mais je peux vivre aussi, d'ailleurs, je pourrais en parler, de mon propre parti politique, et donc être vraiment dans le concret, dans de l'écologie concrète, hein, de la transformation concrète, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour se donner l'énergie suffisante pour l'aborder partout où il faut le faire. Ça fait 3 ans que je suis député, vice-président de l'Assemblée nationale, que je suis fortement investi dans tout ça, mais et on vient de voter une loi de transition énergétique sur laquelle je dirai quelques mots. Mais ce qui me frappe le plus dans cette période, c'est le formidable bouleversement qui est en train de s'opérer dans le domaine de l'énergie un peu partout dans le monde. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Il y a un basculement extrêmement important qui est en train de se faire entre le monde des vieilles énergies, les énergies de stock, charbon, pétrole, gaz, nucléaire, qui donc reposent sur des stocks qui sont en quantité limitée, ou qui vont se défendre encore longtemps. Hein. On n'est pas encore, ça a été dit à plusieurs reprises, dans l'extinction de ces énergies, mais vers les énergies renouvelables, et notamment le solaire et l'éolien, et notamment les basculements considérables qui sont en train de se faire du fait des modèles économiques, hein, parce que la chute des coûts
en matière solaire extraordinairement forte actuellement, et c'est pas par hasard, ça a été cité tout à l'heure, si M. Modi, Premier ministre en Inde, a lancé un plan de développement aussi important, si la Chine développe de façon importante le solaire, si Barack Obama aujourd'hui même attaque les énergéticiens fossiles en disant qu'ils sont en train de saboter la révolution solaire alors que lui fixe des objectifs importants, que le président Hollande, il y a 2-3 jours, était en déplacement à l'INES et donc a annoncé le doublement des appels d'offres sur le solaire, c'est qu'il y a un basculement aujourd'hui au niveau de cette énergie solaire, mais aussi évidemment au niveau de l'éolien, et qu'il y a, quand on regarde les courbes que peuvent sortir aussi bien l'AIE, que peut sortir l'ONU, que peut sortir Bloomberg ou un certain nombre d'autres banques, on voit qu'il y a une transformation qui est aujourd'hui en cours et qui, pour des écologistes comme moi, qui depuis des années avaient un peu le sentiment de plaider dans le désert pour ces évolutions, quasiment dépasse tout ce qu'on avait pu rêver. Et donc on est dans ce basculement. Quand on voit que l'ADEME a sorti un scénario 100% électricité renouvelable en 2050, donc un organisme officiel français dans le pays le plus nucléarisé du monde envisage qu'en 2050 on puisse être à 100% d'électricité renouvelable, c'est des signaux qui sont des signaux extrêmement positifs, extrêmement forts. Alors la loi de transition énergétique dans tout ça, c'est une loi qui fixe des objectifs ambitieux. Et je le dis je l'ai dit de la même façon quand j'étais dans l'hémicycle. J'en étais un des rapporteurs de cette loi, même si les écologistes, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus actifs encore dans la participation à l'écriture de cette loi. Mais c'est une loi vraiment qui fera date, parce que c'est d'abord la première que nous avons en France, qui définit la stratégie énergétique du pays. Jusque-là, ça s'était fait par des gouvernements qui le décidaient, mais sans que le Parlement soit consulté. Et puis, elle fixe des objectifs très nombreux, dont je retiendrai 2 qui sont pour moi emblématiques d'une vraie rupture par rapport à ce qui existait jusque-là. La division par 2 de la consommation d'énergie à l'horizon 2050, c'est-à-dire qu'on change complètement de modèle. On ne base plus la croissance sur une augmentation de la consommation d'énergie, mais au contraire, on base la croissance du pays sur une utilisation plus rationnelle de l'énergie, et donc on se fixe pour objectif de la réduire, la diviser par 2 à l'horizon 2050, et puis évidemment la baisse du nucléaire, la baisse d'un tiers du nucléaire, pour passer à 50% en 2025. Vous imaginez bien que pour un écologiste, c'est une bonne nouvelle, même si ça n'est qu'une étape, évidemment, puisqu'il faudra aller en deçà de 50% au-delà de 2025. Alors on est aujourd'hui aussi, je veux le dire, pour nous écologistes, dans un moment de bascule dans la réflexion. Souvent, ça nous a été reproché d'ailleurs par tous les acteurs économiques qui travaillent sur ces questions depuis de nombreuses années. Finalement, les écologistes politiques donnaient l'impression de ne pas s'intéresser à ce que faisaient les acteurs économiques. Je pense que c'était une grave erreur, et qu'il y a aujourd'hui une nécessité absolue. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et demain, que je travaille de plus en plus avec beaucoup d'acteurs économiques. Il y a vraiment besoin de connecter la réflexion que nous avons avec ce qui se fait concrètement. Parce que si on pense faire une transition écologique et énergétique sans les entreprises, c'est une absurdité. Je veux dire, on a besoin des acteurs économiques, on a besoin de convaincre les acteurs économiques, on a besoin d'appuyer ceux qui sont déjà convaincus de façon à ce que ça puisse mailler, y compris parce que, je le disais tout à l'heure, la conférence que nous aurons en décembre, on sait bien qu'elle ne sera pas suffisante pour atteindre les 2 degrés, parce que les États sont pris dans des contraintes, les politiques sont dans un faisceau de négociations, des systèmes de négociation qui sont complexes et qui font qu'on n'arrivera pas du premier coup, dès cet accord-là, même s'il y aura un système de renégociation progressive, à arriver à quelque chose qui permette les 2 degrés. Et donc il y aura besoin des autres acteurs qui viennent faire les 50% du travail supplémentaire qui n'auront pas été faits par les États. Et ces acteurs-là, c'est la société civile, c'est les acteurs économiques, c'est les collectivités locales qui vont être les compléments de tout ça. Et donc, c'est pour ça que ce travail-là, il est essentiel à mener avec vous, avec tous ceux qui sont concrètement engagés dans ce travail. Alors moi, je vois plutôt beaucoup de motifs d'espoir. Même si, quand on regarde évidemment les chiffres du climat, l'augmentation de température, les 7 mois de cette année les plus chauds, etc., on peut se dire que c'est dramatique, et c'est dramatique. Et en même temps, la conjonction de la révolution énergétique, de la révolution écologique et de la révolution numérique,
dans ce que certains, comme Rifkin par exemple, parlent de troisième révolution industrielle. Je ne sais pas si tout ce qu'il dit en tant que prospectiviste s'écrira comme ça, mais ce n'est pas le rôle des prospectivistes d'être exact. Leur rôle, c'est de donner une impulsion, c'est de donner à penser, à réfléchir comment les modèles peuvent changer, nous donne une opportunité très importante pour essayer de trouver des réponses qui jusque-là se heurtaient au fait qu'on n'avait pas forcément les réponses technologiques. Et les grands défis que je vois dans le moment, qu'essaye de traiter un peu la loi de transition énergétique, que je le disais, c'est à des grands objectifs, mais à des outils encore qui sont insuffisants. Et ce n'est pas que nous qui le disons, c'est y compris les services du ministère. Quand ils font les simulations sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur la stratégie nationale bas carbone, qui sont les deux grands outils qui devront sortir derrière la loi, eux-mêmes disent, il y a les scénarios où on a les objectifs de la loi et puis les outils de la loi, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc il faudra d'autres outils pour arriver aux objectifs de la loi. C'est pas dramatique. De mon point de vue, cette loi n'est pas la loi qui dit tout jusqu'à 2050 et puis il ne se passera plus rien. C'est une loi qui permettra d'avancer. Donc il faudra d'autres lois pour compléter. Mais donc dans les grands défis qu'on a dans la période, je dirais qu'on a des défis de business model. Clairement, le business model de ceux des entreprises qui étaient basés sur plus on a de consommation, mieux on se porte. Évidemment, ceux-là sont des business models qui ne sont pas compatibles avec la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, il faut qu'il y ait une évolution, mais qu'on trouve des nouveaux business models en matière à la fois d'efficacité énergétique. On est en train de les trouver progressivement, y compris parce qu'il y a des outils qui sont mis en place, certificats d'économie d'énergie, etc., qui permettent d'accompagner le mouvement. Et business model sur les questions de stockage aussi, qui sont des questions cruciales si on veut résoudre la question de la variabilité. J'aime pas le mot d'intermittence parce qu'il donne l'impression que c'est blanc ou noir. Blanc ou noir, c'est quand il y a une centrale qui ferme du jour au lendemain. Ça, oui, c'est blanc ou noir. Mais la variabilité de l'électricité solaire, de l'électricité éolienne, et donc, mais aussi la variabilité extrêmement importante dans notre pays de la consommation. Parce qu'on est le pays qui a quand même le gradient thermique le plus important de très loin. On fait la moitié du gradient thermique de l'Union européenne à nous tout seuls à cause du chauffage électrique. Donc on a des variabilités qui sont à la fois dans la production, dans la consommation. Et donc il faut qu'il y ait des outils qui permettent de faire cette modularité, qui nous permettent d'avoir cette souplesse pour passer notamment les pics de consommation, mais aussi les pics de production, et donc trouver comment on trouve les bons business models pour que ça fonctionne, parce que les solutions techniques, on les connaît déjà un petit peu. On sait stocker l'électricité, mais évidemment parfois à des coûts qui sont trop importants. Donc question de business model. Deuxième grand enjeu, question d'organisation industrielle. Franchement, en France, on est un peu dans la caricature, avec des entreprises, je m'excuse Michel, mais des entreprises monopolistiques ou quasiment, monopolistique pour la tienne, monopolistique quasiment pour ta tutelle, et on doit changer ça. Moi, je suis frappé d'ailleurs, je vais citer le ministre de l'économie actuel, Emmanuel Macron, avec qui j'ai des dialogues parfois, on argumente l'un et l'autre. Quand il a passé sa loi et qu'il a passé sa loi avec la proposition de privatisation très importante pour les autocars, etc. Bon, j'avais déposé des amendements pour une plus grande régulation. Il m'a dit ça fait économie administrée. Bon, donc il est plutôt pour essayer d'aller vers le libre marché, etc., en pensant que c'est la bonne solution. Moi, je pense qu'il faut une part de régulation. Mais alors, je suis frappé que les mêmes qui nous défendent le libre marché et la libéralisation défendent aujourd'hui des systèmes monopolistiques en matière de production d'électricité. Et je l'ai dit aussi aux gens du MEDEF à de nombreuses reprises dans le débat sur la transition énergétique. Au jour d'aujourd'hui, et ces enjeux industriels sont conséquents parce qu'on voit bien quand on décide que EDF va mettre X milliards on nous dit pour l'instant, et puis après il y aura de la recapitalisation de la part de l'État, donc de nous, en tant que contribuables, pour Areva, est-ce que c'est les bons choix énergétiques que nous faisons aujourd'hui pour le modèle français? Quand on voit la technologie qui est derrière, quand on voit à quel point aujourd'hui elle patine à travers le monde, quand on voit que sa part de marché ne cesse de décroître. J'entends parfois, on nous dit, par redémarrage du nucléaire, etc. Je ne veux pas focaliser sur le sujet, mais quand même, le nucléaire était à peu près 18-19% il y a une quinzaine d'années de l'électricité mondiale. Depuis cette quinzaine d'années, la consommation d'électricité n'a pas arrêté d'exploser. Aujourd'hui, le nucléaire est en dessous de 11%. Et qu'on arrête de nous raconter que c'est le nucléaire qui va, à l'international, qui va relancer Areva. Vous savez quel est le pourcentage de centrales nucléaires dans le monde, en dehors des centrales qui ont été construites en France, qui ont été produites par les entreprises françaises? 2%.
2% des centrales nucléaires à travers le monde ont été construites par les entreprises françaises. Donc, quand aujourd'hui on décide, on s'apprête à décider, même si je ne nie pas qu'il faille sauver le soldat Areva. Hein, il faut sauver cette entreprise parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a les installations les plus dangereuses au monde qui sont à La Hague ou un peu partout en France et qu'il faudra bien les entretenir et qu'il faudra gérer la suite du nucléaire. Mais qu'on dise que EDF va devoir mettre une bonne partie de l'argent dont il aura besoin pour la transition énergétique, dont il aura besoin pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique dans Areva, là je dis attention, casse-cou. Il y a un véritable risque qu'y compris Areva entraîne EDF dans sa chute. Hein. Et donc là on a là-dessus des questions industrielles lourdes qui méritent débat. Hein. Je vois des gens qui semblent ne pas être d'accord et moi je suis pour discuter, pour débattre sur tous ces éléments-là. Mais on a des choix très importants, y compris parce qu'on a une chance en France d'avoir énormément d'entreprises à capitaux publics, EDF, Areva, Engie, 35% ou 33% maintenant de capitaux publics, ERDF, RTE, GRDF, GRT Gaz, mais aussi Renault, Peugeot, la SNCF, la RATP, toutes ces entreprises à capitaux publics pour lesquelles, si on décrète, comme le disent le président de la République, le gouvernement, etc., que la transition énergétique, que la lutte contre le dérèglement climatique sont des priorités absolues, il faut donner des feuilles de route à ces entreprises pour qu'elles le mettent en œuvre. Sinon, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est un des combats que je mène et que je compte mener encore plus à partir de la rentrée, une fois que la loi a été adoptée, parce que j'en ai discuté avec le Premier ministre, avec Emmanuel Macron, avec un certain nombre de gens qui nous disent oui, c'est pas faux, même si après il y a plutôt une politique à Bercy cherche à avoir du cash au travers des entreprises publiques. Je ne pense pas que ça soit la priorité quand on est un actionnaire, l'actionnaire principal, ou un actionnaire secondaire dans ces entreprises, de ramener simplement du cash. Et donc quand je cite Peugeot et Renault, je pense aussi à la transition énergétique en matière d'efficacité énergétique dans les bagnoles. Changer le modèle de la bagnole, Marc, c'est le travail que j'effectue depuis des années. Moi qui étais qualifié d'ayatollah anti-voiture lorsque j'étais maire adjoint de Paris, de Khmer vert, etc., j'ai pris la responsabilité d'écrire un rapport sur la voiture écologique. Parce que je pense que nous avons une responsabilité, y compris nous en tant qu'écologistes, de penser l'avenir d'une bagnole, mais d'une bagnole qui soit réellement efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture 4 places quand on est célibataire, on n'est pas obligé d'occuper autant d'espace dans la ville, etc. Mais je vais aller très loin si je développe tous mes arguments, mais je suis très convaincu sur cette nécessité, si on veut faire le facteur 4, de changer aussi le modèle de la bagnole. Et donc, à partir du moment où l'État français est aujourd'hui actionnaire des 2 constructeurs nationaux, eh ben, il devrait avoir un rôle qu'a eu Barack Obama, par exemple, lorsqu'il a aidé les constructeurs automobiles dans un pays qui n'est pourtant pas un pays connu ni comme dirigiste, ni comme anti-bagnole. Troisième grand défi, c'est la question de la finance. La question de la finance est évidemment une question cruciale si on veut réussir à faire cette lutte contre le dérèglement climatique. J'ai entendu que vous aviez parlé du fait de donner un prix au carbone. C'est un élément extrêmement important, la question de la taxe carbone. Et ça, c'était une des bonnes surprises de l'ultime lecture de la loi de transition énergétique, c'est que nous avons réussi, le gouvernement n'était pas très chaud au départ, mais les parlementaires ont, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, l'ont voté majoritairement, et donc c'est dans la loi, à fixer des caps en matière d'augmentation de la fiscalité carbone au niveau de la fiscalité, donc des lois de finances à venir en France. Donc ça, c'est un signal qui est très important. Nous avons réussi, je pense pas y être pour peu, parce que c'est une grosse bagarre, là aussi, vis-à-vis de Bercy, à faire en sorte que dans la loi française, il y ait maintenant des obligations de reporting pour tous les investisseurs rationnels, les banques, les assurances, etc., sur leur empreinte carbone, de façon à ce que les actionnaires et tous les gens qui mettent leur argent dans ces fonds puissent avoir l'information sur l'empreinte carbone et essayer de faire évoluer cette empreinte carbone des investisseurs. On nous dit maintenant qu'on a la loi la plus avancée en France, la plus avancée au monde en matière de reporting et de transparence sur l'empreinte carbone des investisseurs, donc c'est un élément important. Et puis je me bats aussi, et je profite pour faire passer ce message, par rapport à la COP, pour une idée qui est venue des Brésiliens. Qui est maintenant soutenu, y compris par Barack Obama, parce qu'il y a eu une déclaration commune de Dilma Rousseff et de Barack Obama il y a quelques semaines. J'en ai parlé aussi à Laurent Fabius, qui paraît intéressé, donc peut-être on arrivera à une solution. C'est que donner un prix au carbone, qui est une nécessité, à un moment ou à un autre, il faut donner un prix au carbone. Ça peut passer soit par augmenter donc, tout ce qui est émetteur de gaz carbonique, soit par donner des avantages à tout ce qui réduit les émissions de gaz carbonique.
Et évidemment, le message est à peu près le même d'un point de vue économique, mais d'un point de vue psychologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue d'adhésion de la population est différent. Si vous donnez un bonus à ceux qui font les efforts, c'est toujours plus sympathique que donner un malus à ceux qui n'en font pas. Et donc l'idée de mettre en place des systèmes de certificats pour tout ce qui est réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui soient des certificats qui soient monnayables évidemment, et quelque chose qui aujourd'hui donc est proposé comme étant une phrase à ajouter dans la conférence climatique. On n'aura pas forcément tout le dispositif technique, etc. pour le mettre en place, mais ça permettra ensuite de travailler. Et il y a des économistes qui travaillent, comme Jean-Charles Hourcade, par exemple, en France, qui travaille depuis des années. France Stratégie a déjà fait une note sur le sujet. Enfin, il y a une réflexion. Ce n'est pas juste une idée comme ça qui est en l'air, mais donc il y a quelque chose qui, quelque part, et ça plaira sans doute à Myriam, une sorte de généralisation des certificats d'économie d'énergie. Alors, ce n'est pas exactement le même type de dispositif, mais qui consiste bien à essayer, quelque part, de donner, quand vous faites une action qui va dans le sens de ce qu'on souhaite, un bonus, et donc on essaye d'insérer cet élément-là. Enfin, le dernier grand enjeu que je voulais souligner est un enjeu territorial. Et là, je dois dire que la loi transition énergétique, de ce point de vue, n'est pas très satisfaisante. On est resté dans un pays très jacobin. Et certaines entreprises de distribution, sans vouloir fixer déraisonnablement du regard quelqu'un qui se trouve au premier rang, ne sont pas pour rien dans les résistances que l'on rencontre aujourd'hui. Mais je les invite à y réfléchir. Je suis sûr que tu y réfléchis en plus, Michel, donc je te taquine en disant ça. Mais si l'autoconsommation et l'autoproduction se développe, la question des réseaux va se poser de façon totalement différente dans les années à venir. Et ça peut se développer très très vite. Et donc la question de la relation entre la production d'énergie et la question territoriale va se bouleverser très rapidement. Et donc je pense qu'il serait vraiment temps de prendre acte des nécessités de souplesse. On a parlé tout à l'heure de l'Europe et de l'insuffisance des politiques européennes, etc. On peut parler donc du lien entre l'Europe, les territoires, etc. On est aussi dans une période, chacun le sent bien, avec la crise grecque, avec la question des migrants, etc., avec la crise économique, où la question de l'adhésion à des projets territoriaux se pose de façon très importante aussi pour nos concitoyens, avec des sentiments de repli qui peuvent exister. Et donc, être capable de trouver des éléments, la politique énergétique ne résoudra pas tout, mais des éléments qui permettent de reterritorialiser les questions politiques que l'on pose, et donc au travers des questions de production et de consommation énergétique, est un élément crucial. C'est pour ça que j'ai parlé aussi des collectivités tout à l'heure. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, les grands défis, le business model, la question industrielle, la question de la finance et la question territoriale, qui sont vraiment au cœur de comment on peut chambouler le système pour que la révolution qui paraît aujourd'hui à portée de main, puisse se mettre en place. Voilà moi ce que j'avais envie de vous dire, en vous disant donc que tout ça, c'est vraiment très important par rapport à la COP, c'est très important parce que les enjeux sont considérables. Quand on voit que c'est le prix Nobel de la paix qui a été donné au GIEC, c'est pas qu'on n'est pas sur un petit sujet, on est sur un sujet crucial pour la paix dans le monde. Quand on voit des déclarations que peuvent faire Ban Ki-moon, qu'a pu faire le pape il n'y a pas si longtemps, etc., sont des signaux très importants. Et donc nous sommes les uns et les autres quelque part des maillons de tout ça pour réussir tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait des journées comme ça là. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur un certain nombre d'écologistes pour mener ces combats jusqu'au bout. Merci. Merci bien. C'est la fin de cette première journée. Vous avez rendez-vous à partir de 19h30 pour ceux qui viennent dîner à l'Aquarium. Et surtout, rendez-vous 8h30 demain matin, ouverture de l'amphithéâtre, pour une convention qui démarrera à 9h précise. Merci.